Bonjour à tous et à toutes, derrière les écrans, mais aussi dans la salle, pour notre première séance véritablement hybride du séminaire international et l'IRES, format que nous allons d'ailleurs garder pour nos prochaines séances. Je m'appelle Marcus Kaman, je suis chercheur à l'IRES et je co-organise le séminaire international avec ma collègue Christina Nezzoli. Christina est tombée malade et s'excuse de son absence. C'est donc Kevin Guillas-Cavant, également chercheur à l'IRES, qui prendra aujourd'hui son rôle d'organiser la discussion. Le séminaire international de l'IRES est un lieu de suivi, de discussion de l'actualité sociale et syndicale internationale et européenne, qui ambitionne de réunir le monde de la recherche et des syndicalistes. Et c'est exactement dans cette perspective que nous avons dédié la séance d'aujourd'hui aux stratégies syndicales dans la transformation digitale des activités manufacturières. Pour les étudier, les comparer et en discuter, nous allons nous appuyer aujourd'hui sur l'exemple allemand. Et si je dis exemple, je n'utilise pas au sens auquel il est très souvent utilisé par les discours politiques intéressés d'exemples à suivre. Pour nous, l'intérêt de l'exemple allemand réside plutôt dans l'importance que le sujet de la transformation digitale des activités industrielles a acquis dans la vie économique et sociale de ce pays. En effet, à l'échelle internationale, c'est probablement en Allemagne où le concept de l'industrie 4.0 a eu le plus d'impact. À un moment donné, les chiffres 4.0 se sont ajoutés aux intitulés des conférences partout dans le pays, indiquant des débats fondamentaux au sujet pour les moins ambitieux de l'avenir du travail et de la société. Plus important encore, l'industrie 4.0 semble devenue consensuelle comme horizon d'évolution industrielle parmi les entreprises, leurs associations, les pouvoirs publics et même les syndicats en Allemagne. Et l'industrie 4.0 est d'autant plus consensuelle qu'elle promet de faire de l'Allemagne, à condition que les entreprises appliquent ces technologies, bien sûr, le premier fabricant des smart technologies manufacturières. À la différence des concepts industriels antérieurs et certaines analyses scientifiques prédisant des pertes absolument massives d'emplois, l'industrie 4.0 promet que la digitalisation du secteur se fera avec l'homme au centre. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement allemand a, dès 2015, fait de l'industrie 4.0 la clé de voûte de sa politique industrielle, et qu'aussi les syndicats ont fini par s'inscrire dans la perspective de peser sur la définition des stratégies industrielles et l'implémentation des nouvelles technologies dans les entreprises, au lieu de s'y opposer. Au centre de l'industrie 4.0 comme utopie technocentrée, on trouve l'hypothèse d'une transformation profonde et inévitable des chaînes de valeur et des usines. Et cette transformation est basée sur le recours massif aux nouvelles technologies. Selon les promoteurs de l'industrie 4.0, il s'agit là d'une quatrième révolution industrielle. Après celle liée à la mécanisation industrielle, la production de masse via l'électricité et l'automatisation productive, basée sur l'électronique et l'informatique. Technologiquement, 4 éléments sont associés avec l'industrie 4.0. Donc d'abord, le développement de la communication mobile est basé sur l'Internet. Deuxièmement, l'intensification de la mise en réseau de la production. Troisièmement, le développement de nouvelles technologies robotiques et de production. Et finalement, l'introduction des objets informatiques vestimentaires. Donc, sans aller plus loin sur ce point, on peut dire que la transformation en lien avec ces technologies ne se fera sans doute sans une nouvelle transformation de l'entreprise, des nouveaux modèles commerciaux, une restructuration des chaînes de valeur à l'échelle potentiellement mondiale, la transformation des modes d'organisation du travail, etc. Pour discuter des stratégies syndicales au sujet de la digitalisation des entreprises manufacturières en Allemagne, nous avons le plaisir d'accueillir Gerhard Bosch. Gerhard Bosch est professeur émérite de sociologie économique et du travail à l'université de Duisburg-Essen. Il est un spécialiste internationalement reconnu du système de formation professionnelle et des marchés d'emploi, et ce, dans une perspective comparative. Dans une vie antérieure, il a travaillé, entre autres, au Centre de recherche économique et sociale du DGB, le WSI, à Düsseldorf.
Il a été aussi directeur du centre de recherche sur le travail et les qualifications IAQ à Duisburg, centre de recherche auquel il reste affilié à ce jour. Gerhard Bosch a participé à une recherche d'accompagnement d'une initiative syndicale dans l'État fédéral de Rhénanie-Westphalie, le land le plus peuplé d'Allemagne. Et cette expérimentation a été portée par 3 organisations syndicales affiliées à la confédération DGB, donc des fédérations de chimie, de la métallurgie et de l'agroalimentaire. Et cette recherche porte sur l'analyse de changements dans les établissements concernés par la digitalisation productive et des accords collectifs conclus à ce sujet. Donc pour commencer notre séance, Gerhard Bosch nous présentera les leçons qu'on peut tirer de ce projet syndical. Elles sont aussi documentées dans le texte qui vous a été envoyé au moment de votre inscription et qui a été publié dans la revue Transfert. Je tiens à souligner que Gerhard nous fait le très grand plaisir de présenter son exposé en français, malgré son manque de pratique. Pour faciliter la discussion par la suite, je vous prie de garder cela en tête lors de vos interventions. Cette présentation durera 30 minutes et comme d'habitude, elle sera suivie par une discussion scientifique et syndicale, chacune d'une durée de 15 à 20 minutes. La discussion scientifique sera assurée par moi-même, sachant que je suis spécialiste des relations professionnelles avec un bon niveau de connaissance sur les relations professionnelles allemandes. Mon intervention sera suivie par une discussion syndicale de l'exposé de Gerhard Bosch. Elle sera assurée par Jean-Marc Escourou, qui nous avons le plaisir d'accueillir ici à l'ERS. Jean-Marc est secrétaire national du syndicat Force ouvrière chez Airbus SAS, premier syndicat au niveau du groupe et bien versé dans les questions de transformation productive. Il aura aussi un regard sur les pratiques syndicales en dehors de la France et notamment en Allemagne, à cause de la nature à proprement parler européenne de l'entreprise d'Airbus. À la suite de l'intervention de Jean-Marc Escourou, nous donnerons l'occasion à Gerhard Bosch de répondre aux 2 discutants. Merci beaucoup, Marcus, pour l'introduction. Oui, je parle en français, c'est un petit peu un grand risque pour moi parce que je n'ai pas de pratique depuis quelques années. Je vais essayer, si je ne trouve pas des mots anglais, je vais utiliser des mots français, je vais utiliser des mots anglais. Et alors, ma présentation est structurée comme suivante. Je vais commencer avec la situation syndicale en Allemagne parce que je vais parler pas sur l'industrie 4.0, mais sur la stratégie des syndicats allemands concernant l'introduction de l'industrie 4.0. Et le deuxième point est le rôle de l'expérimentation dans la politique syndicale allemande parce que ils ont choisi des stratégies très innovantes, très nouvelles et pas traditionnelles et ce n'était pas facile pour eux. Je vais parler sur un projet Travail 4.0 à Rhénanie du Nord-Rhin-Westphalie. Nous avons fait évaluation de ce projet. Et si j'ai encore du temps, c'est pas sûr, je vais parler courtement sur une étude de cas que j'ai fait sur la transformation des Volkswagen Braunschweig. Alors, je commence avec mon premier point. Et on peut observer en Allemagne une baisse de pouvoir organisationnel très forte, mais les syndicats allemands ont encore des pouvoirs, le pouvoir institutionnel très élevé. Et il y a des indicateurs très clairs pour les baisses des PO. Les densités syndicales est tombée de 36% en 91 à 16,5% en 2018. Et il tombe encore et la couverture par les conventions collectives était à 90% en 80, comme en France aujourd'hui, et est tombé à 54% en 2019. Et ça signifie vraiment une perte de pouvoir
organisationnelle des syndicats en Allemagne. Et le résultat est que nous avons encore une PO élevée dans certains secteurs clés, dans l'industrie de l'automobile, etc., et dans le secteur de l'industrie en général, dans les grandes entreprises et les moyennes entreprises et dans le service public. Mais dans les autres industries, principalement le service privé et le PMI, on peut observer une perte de PO pour amener les employeurs à la table de négociation. Ça veut dire qu'il y a des décisions unilatérales des employeurs dans ces entreprises. Et cette érosion de PO autonome, le résultat était une dualisation du marché du travail avec une grande secteur à bas salaire, et pour ça, Allemagne a introduit un salaire minimum il y a quelques années, comme presque tous les autres pays en Europe. Mais à l'autre côté, le pouvoir institutionnel est encore très élevé grâce à la codétermination au niveau des usines et des entreprises. Nous avons des représentants des salariés dans les conseils de surveillance dans 635 sociétés. Moi, j'étais délégué par le syndicat de IG Metall dans le conseil de surveillance de ThyssenKrupp pour 10 ans, et dans d'autres conseils de surveillance aussi comme expert externe. Et nous avons les comités d'entreprise. Ils ont des droits de codétermination fortes et des ressources suffisantes. Ils sont libérés du travail. Il peut recruter du personnel supplémentaire. Chez Volkswagen, ils sont recrutés, je crois, 50 ou plus de personnel supplémentaire, des experts sur beaucoup sujets. Et les membres de comité d'entreprise sont formés dans les centres de formation syndicale aux frais des employeurs. Ça, c'est très important. Les employeurs doivent payer leur formation. Nous avons tout ensemble 74 000 membres du comité d'entreprise en Allemagne. Ils sont élus avec un taux de participation de 80%, et ça signifie une confiance élevée à cette institution. Environ 400 000 membres du comité d'entreprise sont libérés de tous travaux. Ils sont fonctionnaires à plein temps, et 80% des membres du comité d'entreprise sont membres de syndicats. Et ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de pays syndical. Alors, la situation est comme suivante. Avec le pouvoir institutionnel élevé, il y a une protection temporaire de la négociation multi-employeurs en Allemagne. Les grandes conventions collectives au secteur de métallurgie, etc. Mais avec un déclin de pouvoir organisationnel, c'est n'est qu'une question du temps jusqu'à les compromis historiques sur la pays soient remis en question. On pouvait observer des expériences comme ça dans beaucoup d'autres pays. Nous avons déjà une attaque continue contre la codétermination allemande au niveau de l'entreprise par l'Union européenne. C'est principalement fait en faciliter la délocalisation des unités légales dans d'autres pays de l'Union
européen, ça veut dire les sociétés, le siège reste en Allemagne et la production aussi, mais les sociétés juridiques est délocalisée vers Londres, par exemple, dans la forme de Societas Europaea. Et l'utilisation stratégique de la pouvoir institutionnel, de le pouvoir institutionnel dans les industries clés est regardée comme une question de survie pour les syndicats. C'est un grand débat interne dans les syndicats. Et l'objectif était formulé d'activer les membres du comité d'entreprise pour organiser et influencer l'avenir du travail. Et ça, c'est clair, c'est pas possible sans une implication accrue des membres et des employés, aussi des employés non organisés dans les syndicats. Oui, comment on fait ça? Les discussions, je vais expliquer un petit peu la discussion stratégique et les expériences dans les 2 des cas derniers. Et je commence avec une citation de Lévesque et Murray qui sont écrits un très bon article dans Transfert sur les différentes sources de pouvoir des syndicats. Et les syndicats peuvent avoir des ressources de pouvoir, mais ne sont pas particulièrement habiles à les utiliser. Ça, c'est pas tout à fait vrai pour l'Allemagne parce que depuis des années, il y a un accompagnement hautement professionnel de membres des comités des entreprises et aussi des membres des conseils de surveillance dans les entreprises. Il y a des formations, il y a des conseils professionnels, etc. Et le syndicat IG Metall paye plus que 100 millions euros par an pour la formation des membres des comités d'entreprise. On pouvait observer aussi une activation réussie sur l'humanisation du travail dans les années 70 et 80, sur la mise en place des conventions collectives sur la réduction du temps de travail dans les années 80 et 90 et sur les nouveaux systèmes de classification dans les années 2000. C'était des décades, des activations très fortes et des discussions internes sur la flexibilisation du temps du travail, etc. Mais encore beaucoup des membres du comité d'entreprise sont très passifs et trop compromettants et ont besoin continue de reconstituer le stock de ressources narratives. La nouvelle approche dans les IG Metall, ils ont commencé à la IG Metall, sont des réformes syndicales internes. Le IG Metall est un syndicat très riche. Ils sont réduits du personnel au siège à Francfort pour libérer des ressources pour de nouvelles approches dans les entreprises. Je crois ils sont réduits le personnel par une centaine et les centaines des fonctionnaires, ils sont distribués aux régions et pour des projets. Ils sont utilisés, ces ressources, pour des campagnes et des projets organisés, principalement des projets d'organisation des membres dans des nouvelles industries et des campagnes comme Work, Fair and Safe pour organiser les travailleurs intermédiaires et aussi autres projets d'expérimentation. Mais c'est assez clair que libérer des ressources n'est pas possible pour les syndicats, que pour les syndicats riches comme le IG Metall, c'est pas possible
pour les syndicats plus pauvres. Alors, avant le projet Travail 4.0, le IG Metall Rhénanie du Nordrhein-Westphalie a collecté des expériences avec d'autres projets. Un projet était appelé Compétences et Innovation, l'autre milieu au lieu de moins cher, Better than cheaper. Une formule très très bonne, je trouve, très attractive, très convaincant pour les membres. Et l'idée de base était de développer des alternatives innovatives à l'externalisation et à la réduction du personnel avec l'aide des consultants externes. Nous avons beaucoup de petits ateliers de consultants externes qui sont très proches aux syndicats. Et nous avons évalué ces deux projets aussi. Il y a beaucoup d'exemples, des suggestions pour améliorer le processus et réduire les coûts dans les entreprises et de réduire ou de avoid des réductions du personnel et des licenciements. Et ça, c'est clair, un changement de rôle de syndicats vers la co-gestion des entreprises. Et c'est pas la politique traditionnelle dans beaucoup des pays en Europe, c'est clair. Les syndicats ont investi de propres ressources, mais ça c'est un point très important. Ils sont également soutenus par les fonds structurels des communautés européennes. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des ressources publiques. Et nos évaluations montrent des cas réussis, mais les développements des alternatives dans une situation défensive et difficile. Et mon collègue Steffen Lehndorff a écrit il faut commencer bien avant l'annonce de réduction d'effectifs, parce que ça c'est la dernière décision qui a été faite après d'autres décisions dans les entreprises. Alors, à cette base des expériences, le IG Metall à Nordrhein-Westphalie a développé le projet Travail 4.0 et ils sont convaincus. Deux autres syndicats et une quatrième il y a 2 ans, le syndicat de la construction. Et l'idée était le focus sur la délocalisation et des licenciements est trop tardif, c'est end of the pipe, et il faut concentrer sur la restructuration globale des entreprises et de la chaîne de valeur ajoutée nécessaire pour réagir suffisamment tôt. Exactement dans cette période, il y a le hype national sur l'industrie 4.0 a commencé en Allemagne. Le terme est inventé en Allemagne par 3 personnes. Un était un manager de SAP et le management s'est également préoccupé de la gestion de la numérisation. Et le management dans beaucoup des entreprises était partiellement ouvert à la coopération avec le syndicat et le comité d'entreprise pour trouver des solutions innovatives pour leur entreprise. Ça veut dire qu'il y a une certaine insécurité à côté de management. C'était très important. Oui, aussi la coopération entre les syndicats était améliorée avec cette coopération et le narratif était nous pouvons participer, former l'avenir du travail dans la période de numérisation. Bon, comment on a fait ça? Je commence avec les ressources.
il y a il y avait une propre équipe travail 4.0, mais seulement par le IG Metall dans la région Nordrhein-Westphalie. Ils ont libéré 5 fonctionnaires à plein temps pour ce projet et les consultants externes étaient financés par l'État et l'évaluation de notre institut était financée par la fondation de Hans Böckler. C'est une fondation de syndicats qui est financée par les contributions de membres des conseils de surveillance dans les entreprises. Alors, l'équipe Travail 4.0 a commencé à identifier des entreprises avec des comités d'entreprises proactifs et des directions intéressées. C'était un grand travail de convaincre le comité d'entreprise et aussi de parler avec le management. Et toutes les deux ont signé une lettre d'engagement. Parfois, la lettre était aussi signée par le syndicat, le comité d'entreprise et le management. Et entre 2016 et 2022, dans chaque entreprise, 6 jusqu'aux 8 ateliers d'une journée dans 90% entreprises avec l'aide de consultants sur l'état des lieux de la digitalisation de l'industrie 4.0 dont tous les départements ont été lieux. Et c'était un travail énorme dans chaque entreprise. Et très souvent, les syndicats n'ont pas eu des membres dans certains départements et aussi le comité, pas tous les départements de l'entreprise étaient représentés dans le comité d'entreprise et pour discuter la situation dans ces départements-là, c'était nécessaire de trouver des employés de ce département qui étaient les experts de leur lieu de travail. Et c'était une expérience intéressante parce que très souvent, les comités d'entreprise et les syndicats ont complètement négligé quelques départements. Ils ne sont pas eu des contacts avec quelques départements avec une majorité des cols blancs. Et vraiment, c'était un nouveau level de communication entre les syndicats, le comité d'entreprise et les employés. Et le résultat était une cartographie des problèmes et des chances de développer, pour le développement des stratégies proactives dans les entreprises. Et la carte entreprise, c'est seulement un schéma. Vous voyez à côté les départements d'une entreprise et vert, ça veut dire c'est un développement positif, ça veut dire moins de travail lourd et plus de personnel. Rouge, ça veut dire il y a des problèmes, il y a des déficits dans la formation, il y a une intensification trop forte, il y a des contrôles, etc., etc. Et le résultat était des cartes d'entreprise pour toutes les 90 entreprises. Et après, on a fait ça. On a fait des workshops sur les stratégies et les conséquences de cette analyse. Et le résultat du projet jusqu'à maintenant est il y avait une forte implication des employés et le modèle de comité entreprise représentatif traditionnel était modifié. Les nouveaux problèmes avec la numérisation sont l'ancien
c'est la sécurité d'emploi, c'est l'intensification du travail, c'est la formation initiale et continue, mais c'est clair, c'est pas la même formation parce que les technologies ont changé et pas la même formation continue. Et aussi la flexibilité du temps du travail et aussi la protection des data. Et ça, c'est un nouveau sujet très important. Les directions, en partie, étaient très impressionnées par l'approche professionnelle du côté des syndicats et des comités d'entreprise. Et dans une trentaine des entreprises, ils s'étaient prêts à signer des accords futurs. C'est un nouveau type de convention collective ou accord d'entreprise. Et dans toutes les 30 entreprises, on a établi des groupes de travail paritaires. Ils suivent conjoint des évolutions. Et donc, dans quelques accords, on a défini déjà des obligations très concrètes, par exemple une augmentation du nombre des apprentis ou des changements de formation des apprentis et d'autres choses. Et le résultat est clairement une intensification du partenariat social et de la co-gestion, mais il y avait aussi des cas ratés. Il y avait quelques comités d'entreprise qui ne voulaient pas trop d'intervention syndicale. Ils veulent faire leur compromis avec le patronat sans intervention des syndicats et aussi quelques directions ont perdu l'intérêt. Et un conseiller disait, dans ces ateliers, nous avons surtout travaillé sur les attitudes des élus et ça signifie très fortement le travail dans ce procès-là. Et alors, c'était un expériment et qu'est-ce que les syndicats font avec ça? Il y avait une grande discussion sur le mainstreaming de travail 4.0 dans les IG Metall, pas dans les autres syndicats. Ils ne sont pas les ressources et le congrès de IG Metall en 2019 a décidé de former 1200 promoteurs de changement. Les promoteurs de changement peuvent être fonctionnaires à plein temps, ils peuvent être les membres des comités d'entreprise et aussi des délégués syndicaux. Et le projet a commencé avec un lancement dans toutes les régions du syndicat au début de 2020, en Nordrhein-Westphalie, en Baden-Württemberg, etc. Des grandes conférences avec 200, 300 syndicalistes. Et on a formé des équipes avec des membres des fonctionnaires à plein temps, des membres des comités d'entreprise et délégués syndicaux. Et ils ont défini un projet d'une durée de 6 à 9 mois. Et les projets étaient très divers. C'était des projets sur la redynamisation des délégués syndicaux, sur l'organisation des codes blancs à travers des projets thématiques. Commencer aussi avec carte d'entreprise de l'industrie, modernisation de formation initiale et continue, etc. Et très souvent, c'était des projets communs de plusieurs PMI ou de plusieurs entreprises. Et toutes les 6 semaines, il y avait des réflexions sur le projet, en partie dans le centre de formation de IG Metall ou par des séminaires web séminaires. Il y a un mois, non, c'était il y a 3 semaines, il y avait un grand congrès à Leipzig avec 1000 promoteurs du changement.
Et on a échangé les expériences. C'était un événement énorme et chaque participant a pu découvrir 3 autres projets en détail. C'est clairement, ça c'est un processus de développement organisationnel ascendant dans les IG Metall. Et ça, c'est à côté du travail traditionnel parce qu'il faut représenter des membres dans les entreprises. Il faut trouver des solutions pour beaucoup des autres problèmes. Bon, ça c'est ça. Markus, est-ce que j'ai encore 5 minutes pour Volkswagen ou ce sera ton dernier point? C'est son 5 minutes. 5 minutes, ok. Mais après, ce sera ton dernier point. Donc, tu vas pas enchaîner avec d'autres slides à la suite. Oui. Alors, je commence, je me concentre sur Braunschweig seulement. Il y a un accord de futur aussi chez Volkswagen, pas de suppression d'emploi, faire le changement avec le personnel existant dans l'entreprise. Et il y a une conversion à l'électromobilité à Braunschweig, une entreprise avec 4500 salariés. Et là, il y avait la suppression progressive de la production de pièces plastiques et produits mécaniques et une création d'emplois dans la production de systèmes de batteries. Et la formation continue était au cœur de la transformation, mais le transfert un à un vers des nouveaux postes était très souvent impossible parce que à cause des déficits de qualification ou quelques employés ont refusé ou ont eu du peur de participer à une formation continue. Et pour ça, c'était nécessaire d'organiser des longues chaînes de remplacement qui sont concernées un tiers des salariés. Volkswagen a établi un budget de transformation de 165 millions d'euros pour tous les sites et l'organisation de transfert était fait par un bureau de transformation interne à Braunschweig et aussi à autres sites. Et les mesures des qualifications conçues avec le soutien du groupe de Volkswagen, parce que Volkswagen investit dans 5 nouveaux usines de production de batteries en Europe. Et on a commencé avec une formation de 2 jours, Fit for Change, ça veut dire apprendre de la formation continue, etc. Et pour la production, c'était un cours de 22 jours pour les électriciens et ça était terminé avec un examen parce que la production de batteries, c'est un système de haute voltage et pour des raisons de sécurité, un examen était nécessaire et c'était une barrière forte pour quelques ouvriers. Et la formation était proche du lieu de travail avec les éléments pratiques et à la fin, ça marchait et c'était le système des organisations et c'était seulement possible avec la codétermination des comités d'entreprise. Les membres des comités d'entreprise ont convaincu beaucoup des employés de participer à la formation continue. Alors, j'arrête ici. Merci beaucoup. Pour commencer la discussion, ce que je voudrais d'abord dire que je trouve le texte particulièrement bien réussi parce qu'il a le grand mérite, je pense, de rendre compréhensible une réalité nationale à un public étranger. Donc, je pense qu'il y a cet effort dans l'écriture et on trouve en effet beaucoup d'éléments de contextualisation
qui permettent de mieux pouvoir situer les réponses syndicales en Allemagne. Et parmi ces éléments de contextualisation, il y a, tu l'as évoqué, je pense brièvement, il y a le contexte institutionnel des relations professionnelles qui est quand même qui est différent. D'un côté, avec la séparation entre le Betriebsrat, le comité d'entreprise, je le répète, organe élu, non syndical, sans présence d'employeurs et non autorisé à appeler à la grève, donc dans les établissements. Et d'un autre côté, l'organisation syndicale qui reste essentiellement à l'extérieur de l'entreprise, cantonnée à la sphère hors de à la sphère de la négociation collective, dite autonome, avec les associations patronales, hein, sans intervention directe avec des pouvoirs publics. Hein. Et cette séparation, elle explique aussi l'accent mis sur la relation stratégique qu'entretiennent les organisations syndicales avec les CE, si elles veulent intervenir sur les enjeux de digitalisation dans les entreprises. Hein. Donc, s'il y a une relation, malgré cette séparation entre comité d'entreprise et syndicats, c'est parce qu'il y a une dépendance mutuelle qui est le résultat d'une division du travail historique entre les deux. En gros, on échange le devoir de syndicalisation, le porte-parole syndical contre une décharge d'obligation de négociation et la formation et l'expertise pour les élus fournis par l'organisation syndicale. Il y a aussi un contexte institutionnel qui pèse, qui est important aussi, que tu évoques, c'est que les politiques publiques financent l'expertise au service du dialogue social autour du changement technologique. Hein. Donc, le texte nous éclaire sur le rôle historique des pouvoirs publics dans le financement des initiatives conjointes dans les entreprises, mais aussi actuellement à travers le Fonds social européen, tu l'as mentionné tout à l'heure. Hein. Et ces ressources financières sont indispensables à la poursuite de ces initiatives et même, tu le dis dans le texte, insuffisantes pour les petites fédérations parce qu'elles n'ont pas assez de moyens propres, contrairement à IG Metall. Donc c'est un point à retenir aussi par rapport à la limite peut-être de cette approche. Donc, pour les obtenir, le texte souligne que le réseautage avec le monde politique reste indispensable. Tu mentionnes aussi, tu mets en lumière aussi le contexte organisationnel qui est quand même marqué par un regain d'initiative d'IG Metall qu'on peut constater peut-être depuis une dizaine d'années et qui s'est matérialisé dans une stabilisation du nombre d'adhérents qui est actuellement à 2,2 millions. Et pourrait-on rajouter une reconnaissance à nouveau grandissante par les pouvoirs publics comme acteurs incontournables dans les transformations lourdes, je veux dire. Là, je pense à la crise de 2008 et 2009, mais aussi le rôle que le pouvoir public accorde notamment à IG Metall dans la gestion de la transformation digitale, la place qu'il lui accorde. Donc, dans ton texte, tu attribues cela donc ce regain d'initiative, non pas au changement structurel intervenu entre-temps, mais plutôt à une réorientation stratégique, si je te comprends bien, du syndicat. C'est-à-dire à une perspective de modernisation proactive, c'est comme ça que tu l'appelles, basée sur une approche expérimentale et donc plutôt implicitement opposée à une stratégie de défense des acquis sociaux, donc qu'on pourrait qualifier de purement défensive. Ensuite, le texte pointe aussi un contexte structurel et notamment par là la diversité des situations dans les entreprises qui contredit un peu l'idée qu'on peut se faire un modèle de relations sociales unifié et homogène qui existerait en Allemagne. Et le texte pointe à cet égard la diversité de fonctionnement des CE, les attitudes du management quand même très variables à l'égard de la codétermination et la concentration des CE dans les très grandes entreprises hein, et leur manque un peu dans les plus petites structures. Et le texte pointe aussi, mais d'une façon
plus implicite, je trouve, la diffusion inégale des nouvelles technologies et des contextes organisationnels très différents d'une entreprise à l'autre. Donc, tout ça fait partie des éléments de contexte qui nous aident à comprendre à la fois les attitudes des acteurs, les ressources dont ils disposent, mais aussi les difficultés avec lesquelles ils sont confrontés lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le processus de changement technologique dans les établissements. Donc, à partir de là, j'ai un certain nombre d'interrogations ou des questions. Et la première, c'est une question un peu qui s'impose un peu, je pense, d'un point de vue français, concerne la question des droits des DCE. Dans ton texte, tu n'es pas très explicite là-dessus. Donc, les droits des DCE sur la mise en place des nouvelles technologies. Donc, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques d'intervention, information, consultation ou de co-détermination en la matière? Et sinon, comment les droits existants peuvent être utilisés à des fins de co-détermination dans ces changements? Et peut-être aussi en lien avec cette question, est-ce que les organisations syndicales, est-ce qu'elles ont des revendications politiques en matière de droits de CE dans ce contexte, en réformant par exemple la Betriebsverfassungsgesetz, la loi sur la co-détermination. Donc, tu as décrit la méthodologie déployée par le projet Arbeit 2020 en détail, et on a bien compris qu'elle procède en 3 étapes. Donc, il y a d'abord l'étape de la sélection des établissements participants. Donc, il faut d'abord un certain degré de volonté des participants. Ensuite, on dessine la carte qui spécifie la situation de l'emploi, les conditions de travail et les exigences en matière de compétences. Et là, à nouveau, d'un point de vue français, je dirais, on est frappé, et ça c'est juste une observation que je me permets, de la proximité de cette méthode avec celle de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, GPEC, donc qui est, je le rappelle, une méthode sur laquelle les entreprises d'au moins 300 salariés sont légalement obligées de négocier avec les délégués syndicaux dans un rythme de triennal de chaque 3 ans. Et dans, je dirais, dans les accords et dans les approches développées de la GPEC, justement, on trouve des éléments, des cartographies de l'entreprise, de l'emploi, des emplois menacés, en lien avec des moyens des moyens de formation. On peut les retrouver dans ce type d'accords. Donc, de ce point de vue-là, il y a une étonnante ressemblance entre ces 2 approches, sachant que en France, bien sûr, elles ont été imposées par les pouvoirs publics, et qu'il s'agit aussi, sachant qu'il s'agit d'une conception à la base qui provient du monde du management. Mais c'est peut-être Jean-Marc Esquerou, je ne sais pas, va peut-être évoquer ce point dans sa discussion à lui. Le texte souligne aussi que les objectifs initiaux du projet ont été assez modestes initialement. Tu l'as dit là tout à l'heure à la présentation. Donc, il s'agissait d'abord surtout d'activer les élus et ensuite éventuellement passer à un accord collectif. Mais au final, dans presque la moitié des entreprises, des établissements enquêtés, des accords ont été signés. Et un point majeur, je pense, qui est transversal, c'est l'importance qui est attribuée à la question de la formation continue, je suppose, au niveau de l'établissement. Ensuite, on trouve des accords dans les tableaux, on voit ça très bien, qui portent sur des sujets un peu variés, comme la flexibilisation du temps de travail, la protection des données, tu l'as dit, la santé, la charge au travail, ainsi que l'information plutôt des élus des décisions managériales. Et à la lecture de cette liste, on a l'impression qu'il s'agit là de mesures qui visent surtout à adapter les conditions du travail et les qualifications aux changements technologiques.
Mais se pose pour moi la question de savoir dans quelle mesure le projet a cherché aussi à peser sur le processus même de mise en œuvre de ces et des choix des nouvelles technologies elles-mêmes. Hein. Est-ce qu'il y a des exemples où le management a été ouvert à ce type de revendication, puisqu'après tout, le programme d'humanisation du travail des années 1970, il vise surtout à cela, c'est-à-dire empêcher la prolifération des méthodes de travail terroristes, hein, dégradantes. C'est un autre point encore, si j'ai encore un peu de temps. Oui, ok. C'est qui concerne l'explication du succès du projet. Donc, vous mettez notamment un peu le doigt sur le rôle des experts et celle de l'expertise, à la fois pour permettre aux représentants de se mettre à la hauteur des enjeux en termes de compétences, mais aussi pour crédibiliser la démarche aux yeux du management, car sa participation, je le souligne, elle est volontaire à ce projet. Donc moi, je voudrais te demander si tu avais un peu plus d'éléments pour nous éclairer un peu sur cet aspect qui pour moi est resté un peu flou. Donc, on comprend bien que les experts ne négocient pas, mais ils interviennent sur des aspects techniques. Hein. Mais est-ce qu'ils aident plutôt à organiser des processus entre les participants, ou est-ce qu'ils font des propositions, des solutions concrètes? Et s'ils font des propositions, de quelle nature est-ce qu'ils sont, hein, techniques ou plutôt organisationnelles? Donc, et peut-être aussi pour qui est-ce qu'ils travaillent, ces experts? Est-ce qu'ils sont au travail en lien avec les organisations syndicales, dans des cabinets indépendants, affiliés éventuellement avec telle ou telle organisation syndicale ou association patronale? Donc ça, c'est une question intéressante aussi d'un point de vue français, je pense, parce que les droits d'expertise du CSE en lien avec le changement technologique existe aussi le droit d'expertise en France, d'après mes connaissances. Et ça m'amène aussi à une autre question, donc celle des experts. Donc le fait que les experts contribuent à la crédibilité de la marche syndicale aux yeux du management, hein, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que ça pourrait pas montrer qu'il y a un problème de ressources du côté du management aussi, c'est-à-dire de connaître soit les technologies, ou plutôt de savoir comment s'y prendre pour mettre en œuvre ces nouvelles technologies, au moins dans les petits établissements. Et cela pourrait expliquer éventuellement, en tout cas en partie, l'observation statistique qu'on peut faire, que les nouvelles technologies sont toujours très peu répandues dans des très petites structures autonomes. Hein. Et ensuite, je peux pas m'empêcher à te faire une remarque sur la latitude des acteurs au changement, tels qu'ils sont présentés dans ton texte. Et ça s'est ressorti aussi un peu dans ta présentation là tout à l'heure. Donc, on identifie bien les acteurs du changement. C'est donc d'un côté il y a les salariés, il y a aussi les organisations syndicales et les élus du comité d'impression. Hein. Et l'impression que donne le texte, mais aussi ta présentation, c'est que finalement ce sont les organisations syndicales qui sont les véritables moteurs du changement et de l'innovation, alors que les CE sont plutôt décrits comme déficients. Hein, donc, ils vont se retirer du processus de négociation, ils manquent de compétences, ils ne veulent pas que les salariés participent. Hein, et les salariés eux-mêmes, ils sont en revanche traités d'une façon un peu plus favorable, je dirais. Hein, donc, si je puis dire, hein, donc, en tant qu'experts de leur propre travail. En même temps, tu dis toi-même que dans les CE, on trouve quand même, on trouve ces CE qui sont davantage ouverts, puisque finalement vous les avez, ils ont été identifiés parce qu'ils ont participé à ces projets. Hein. Donc ma question finalement est est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y avait des élus aussi moteurs
dans la définition et la méthodologie de ce projet, hein, et plus généralement de sa mise en œuvre. Donc, je me pose aussi cette question parce que j'ai connaissance aussi du fait que dans les campagnes précédentes, je pense notamment à celles sur les intérimaires, certains comités d'entreprise ont joué quand même un rôle très important. Aussi dans la redéfinition des stratégies syndicales et des pratiques syndicales à leur égard. Voilà. Oui, peut-être une dernière question qui concerne le progrès de cette expérimentation, hein, parce que tu as dit que ça reste encore un processus en développement, mais une limitation principale de cette approche, comme je l'ai compris, me semble quand même être qu'il dépend de la bonne volonté des directions, hein, et de l'argent public, hein, dans une certaine mesure. Hein. Donc, je voudrais te poser la question, où est-ce que sont les réflexions ou des expérimentations concrètes avec des situations plus hostiles qu'on peut retrouver du côté du management, hein. Donc, est-ce qu'il y a des avancées de la réflexion ou des expérimentations syndicales qui vont peut-être plutôt vers une approche un peu complémentaire, éventuellement, qui mise davantage sur la mobilisation des salariés. Donc voilà pour l'essentiel de mes remarques. Voilà. Merci Marcus, merci d'avoir respecté très exactement le temps, quasiment à la minute près. Donc merci. Donc on va passer maintenant à la deuxième intervention de la réaction à l'exposé et au texte de Gerhard, donc par Jean-Marc Escourou, qui, comme Marcus l'a déjà dit, est responsable syndical, secrétaire du syndicat FO chez Airbus SAS, et qui aujourd'hui va peut-être pouvoir nous donner un point de vue un petit peu décalé ou complémentaire peut-être à celui de Gerhard sur à la fois le cas français, puisque comme Marcus l'a rappelé, effectivement, il y a quand même un écho dans ce que dit Gerhard avec la GEPC, enfin la GEPP française, mais avec un cas aussi très particulier, puisque, comme vous le savez tous, Airbus est une entreprise européenne, extrêmement technologique aussi, soumise à ce changement technologique, mais surtout européenne, franco-allemande notamment, et donc avec un exemple qui va compléter. Donc je me tais et je lui laisse la parole immédiatement pour au maximum 20 minutes. Je me ferai le gardien du temple. Ok, merci pour votre invitation. Alors, je suis également le président du comité européen du groupe Airbus, hein, et ça c'est très important parce que dans le groupe Airbus, il y a un étage, le premier étage des organisations syndicales, c'est le comité européen. En fait, le comité européen d'Airbus a également un pouvoir de blocage sur l'ensemble des décisions qui sont prises dans l'entreprise, avant les CSEC, avant les CSE. Donc, c'est très important, ou avant le KBR en Allemagne. C'est très, très important parce qu'en fait, c'est d'abord là que les décisions se prennent pour le groupe. Alors, pour IG Metall en Allemagne, qui sont très puissants, c'est pas très, très important, mais comme des pays comme l'Angleterre, l'Espagne, la Roumanie, la Pologne, ou d'autres pays comme ça, des petits pays, c'est très important parce qu'il y a un pouvoir syndical plus costaud. Et même pour la France, c'est un pouvoir de blocage que ne possèdent pas les syndicats français. Donc, c'est particulièrement important. Dans la description de qu'a fait Gerhard, j'ai retrouvé Airbus quasiment à 100%. Hein, donc, bon, c'est clair et net. Hein, là, on n'a pas je suis pas en contradiction avec Gerhard, je suis d'accord avec lui. Donc, c'est exactement ça. Moi, je rajouterais juste une chose, c'est que IG Metall, au départ, a eu un petit retard au démarrage, hein, c'est-à-dire sur la digitalisation, sur la 4.0. Au début, il y avait un peu des freins. Et puis, je pense qu'IG Metall aussi a vu, comme l'ensemble des organisations syndicales en Europe,
qu'il y avait une forte poussée, alors on ne dira pas sur l'école bleue, mais sur l'école blanc, il y avait une forte poussée du télétravail et du well-being. Parce que je pense que c'est une partie très importante également, la digitalisation du well-being. Alors, qui dit industrie 4.0, il y a des avantages parce que on va plus robotiser, alors plus digitaliser, j'en parlerai après pour Airbus, plus digitaliser, plus robotiser, donc ça évitera de porter des poids, d'avoir des machines à couture automatiques sur les avions, des choses comme ça, des postes très pénibles qui sont supprimés. Mais il y a un gros inconvénient aussi, c'est le droit à la déconnexion. Et ça, j'avoue que chez Airbus, on n'a pas encore légiféré de ce problème-là, quoi. Mais en fait, la digitalisation, la 4.0, effectivement, c'est également l'accès à la robotisation plus importante. Et donc, dans Airbus, on a un gros avantage. Alors, on a eu des gros points de friction, et notamment en Allemagne récemment, l'année dernière, ou toute l'année, tout le début de 2022. En fait, effectivement, Airbus a décidé un peu comme Volkswagen d'externaliser toutes ces pièces élémentaires. Toute la petite bigaille, on la fait plus dans Airbus, on va l'acheter à l'extérieur. Alors, le gros avantage d'Airbus, quand on a fait ça, c'est qu'Airbus choisit de faire ça à chaque fois en montée de cadence. C'est-à-dire que le gros avantage d'Airbus, c'est que à un moment donné, on a des augmentations de cadence, donc on garde en interne à Airbus le travail de forte valeur ajoutée et on externalise vers les pays dits low cost tout ce qui est moins à valeur ajoutée. Donc ça a entraîné de grosses frictions en Allemagne, notamment à Varel et à Hambourg, puisqu'il y a une partie des charges qui sont passées par l'extérieur. Donc après, si on revient sur effectivement la digitalisation 4.0, effectivement dans Airbus ça prend une dimension énorme. L'objectif d'Airbus, c'est en 2025, 100% des téléphones fixes sont supprimés dans Airbus. 100% des salariés, y compris l'école bleue, auront un téléphone mobile de l'entreprise. Alors, on revient au problème de la déconnexion, puis il y a d'autres problèmes. Donc, quand on dit 100% des salariés d'Airbus ont mobile, donc ça veut dire qu'ils sont joignables n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est la première contrainte syndicale, on va dire. La deuxième contrainte, c'est également sur ces applications, la formation passe par les téléphones mobiles. Donc, c'est quand qu'on fait la formation? Est-ce que c'est durant le temps de travail ou c'est après le temps de travail? Ou est-ce qu'on déborde? Ou est-ce qu'on donne du temps aux salariés, aux ouvriers pour faire leur formation? Ou est-ce que on les pousse toujours plus de productivité et donc ils risquent de déborder sur leur temps personnel? Après, il y a tout un tas d'applications qui sont aussi plus facilisées. En fait, quand on fait des demandes de vacances, maintenant on le fait sur son téléphone portable. Quand on veut des informations de l'entreprise, on le fait sur son téléphone portable. La contrepartie, c'est tous les plans de l'avion, ils sont sur le téléphone portable. Donc, il n'y a plus d'accès au papier. On a un accès digital. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Et j'avoue que dans Airbus, on n'a pas trop légiféré encore sur ce droit à la déconnexion. Je pense que le Covid-19 est passé par là, il y a eu des plans sociaux importants dans Airbus. Je tiens à préciser que sans licenciement contraint, on a eu des plans sociaux très très importants en Europe. Il y a eu 15 000 salariés de moins, mais ça s'est toujours réglé à l'amiable, on va dire. Donc ça, c'est important. Si on revient à l'industrie 4.0, Airbus est en train de dépenser des milliards, c'est bien le terme, sur la digitalisation de sa fabrication. Un avion va être 100% digital bientôt. Mais donc en fait, ça correspond à quoi? Donc la personne dans le bureau d'études définit l'avion. Elle se met en relation avec l'ouvrier pour voir comment on va monter cette pièce dans l'avion. Elle se met aussi en relation avec la prévente pour voir comment on va pouvoir démonter ou maintenir cette pièce-là. Grosso modo, avant, il fallait 10 ans pour définir un avion. L'objectif de demain pour Airbus, c'est en 2 ans de définir un avion, parce qu'il sera digitalisé. Et la première année, en général, on mettait 4-5 ans à rentrer en puissance de fabrication, en cadence. Là, l'objectif, c'est la première année,
l'avion monte en cadence maxi du premier coup. Ça, c'est mieux une stratégie d'Airbus parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme les voitures. Hein. Quand on sait que la nouvelle voiture va sortir, on n'a pas très envie d'acheter l'ancienne, on se dit on va attendre la nouvelle, ça sera plus facile, ça sera mieux, elle sera plus performante, plus économe. Donc, forcément, un avion, ça se commande grosso modo entre 5 et 10 ans avant. Donc, si on commence à dire on aura un nouvel avion dans 5 ans, plus personne ne veut l'ancien. Voilà. Donc voilà. Pour revenir, Gerhard, sur ce que tu as dit par rapport aux ressources syndicales, alors on a le gros avantage d'Airbus, c'est une grosse industrie. On a le gros avantage d'avoir des ressources syndicales qui sont, elles, payées dans la grande majorité par l'entreprise. Alors, c'est pas autant on en veut, autant on en a. Hein. C'est défini par une règle du droit syndical. Mais effectivement, c'est assez souple dans Airbus par rapport aux petites industries ou par rapport à d'autres industries. C'est assez souple sur la définition des délégués permanents, que ça soit en France, en Angleterre, enfin partout en Europe et particulièrement en Allemagne. Donc, effectivement, Gerhard, tu le disais, le Betriebsrat en Allemagne est particulièrement puissant et particulièrement costaud. Donc, et dans Airbus, il est particulièrement respecté. Hein. Donc, effectivement, il y a une notion de la négociation syndicale importante dans Airbus, même avec les autres organisations, que ce soit en Espagne, en Angleterre et tout ailleurs. Mais bien sûr, elle est encore plus puissante en Allemagne que partout, puisqu'il y a un droit de blocage qui est particulièrement important. Quoi. Donc, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu un peu de retard à l'allumage dans la mise en place du 4.0 et dans l'acceptation côté IG Metall, côté Betriebsrat en Allemagne. Mais après, très rapidement, ils y sont venus. Aujourd'hui, ils sont effectivement très favorables. C'est même étonnant, c'est le droit à la déconnexion, c'est même étonnant que eux, qui sont très à cheval sur ça, très à cheval sur la législation, les GDPR et tout le reste, c'est même étonnant que eux, ils se soient pas trop mis dans ce domaine-là, sur le droit à la déconnexion, parce que on sait tous autour de la table que oui, c'est une facilité le télétravail, mais oui aussi c'est une contrainte. Et bon, moi j'ai visité tout un tas d'entreprises en Allemagne, notamment Opel, où il n'y a plus IG Metall, maintenant c'est des syndicats indépendants. Le droit à la déconnexion, il est plus très clair. Et l'utilisation des liens 4.0 et même en dehors des heures. Donc, il est clair que quand il y a des syndicats puissants comme IG Metall, on peut mettre en place des règles et définir réellement son utilisation. Par rapport aux experts, comme tu disais, Gerhard, nous, alors, dans Airbus, on a l'avantage d'avoir des moyens plus importants que pas mal de syndicats. Alors, il y en a certains, peut-être qui en ont plus que nous encore, mais effectivement, ces experts, ils sont très utiles pour nous parce qu'ils sont, on a un peu une pratique de dire il y a l'entreprise et le management d'un côté, il y a le syndicat en face. Et grosso modo, l'expert chez nous, on fait très souvent appel à eux. L'expert, il vient un peu au milieu. Il vient un peu comme conciliateur entre ce que dit le management et ce que disent les organisations syndicales. Bien que ces experts, ils sont quand même, au niveau du comité européen d'Airbus, choisis par les organisations syndicales, pas par le management. Mais effectivement, ils viennent expliquer certaines contraintes aux organisations syndicales. Mais ils viennent expliquer aussi au management certaines contraintes des organisations syndicales. Et j'avoue que nous, dans Airbus, à beaucoup de reprises, ils ont permis aux organisations syndicales d'avancer et ils ont permis à la direction d'avancer vers les organisations syndicales également. C'est hyper utile hein, et bon, ça coûte très cher, ça c'est clair, mais c'est hyper utile pour faire avancer les discussions et les négociations au sein de l'entreprise. Grosso modo, si j'ai bossé ça très vite, hein, mais je sais pas combien de temps je suis. C'est bon encore. J'ai le temps. Tu as encore le temps. Voilà. Donc, Gerhard, merci pour le travail que tu as fait. J'ai lu, nous, l'anglais est la langue officielle d'Airbus, hein, donc voilà, donc on aurait pu le faire en anglais aussi.
Mais grand intérêt à ce que tu as écrit, Gerhard. Hein. Et puis bon, voilà, moi je me retrouve dans ce que tu dis. Et c'est ce que pratique Airbus, et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'ai fait le tour grosso modo. Bien, merci Jean-Marc. On va laisser maintenant la parole à Gerhard s'il veut réagir à des morceaux de ces deux interventions. Tu n'es pas obligé, évidemment, de réagir à toutes les questions et remarques qui t'ont été faites. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a quand même eu deux points de vue différents, pas sur le changement, mais sur la focalisation est un petit peu différente. Comme l'a dit Marcus, Gerhard, c'est surtout focalisé sur la formation ou l'accompagnement du changement par la formation, alors que Jean-Marc, vous êtes plutôt focalisé sur les conditions de travail et le droit à la déconnexion en partie, mais qui sont effectivement une autre conséquence de l'industrie 4.0, qui n'est pas que sur la quantité d'emplois, mais aussi sur la manière d'organiser l'emploi et la qualité de travail, les conditions de travail. Donc, je trouve que les deux interventions se complètent bien de ce point de vue-là, parce que j'imagine que dans les deux cas, les deux dimensions sont toujours présentes, mais donc du coup, on a eu une focalisation différente. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Gerhard. Tu as une bonne vingtaine de minutes, si tu veux. Oui, merci. J'espère que je n'ai pas oublié quelques questions, mais j'essaie de répondre à toutes les questions. Je commence avec les premières questions de Marcus, les droits de comité d'entreprise. Comparé avec d'autres pays, et c'était clair, vous avez écrit, tu as écrit le cas de Airbus, les droits sont en Allemagne, les comités d'entreprise sont beaucoup plus forts qu'en Angleterre et à d'autres pays. Mais il y a, c'est vrai, en Allemagne, une forte discussion dans les syndicats d'améliorer les droits, parce que il y a dans notre loi de comité d'entreprise, il y a une claire division des droits. On a une codétermination dans des affaires sociales. Ça veut dire, on peut dire non à un licenciement s'il y a une alternative dans les entreprises. On peut dire non à des contrôles technologiques et il faut trouver un compromis. Mais on ne peut pas dire non à des investissements ou des décisions économiques dans les entreprises. Ça, c'est pas permis et le syndicat ont formulé plus de droits mais je crois il n'y a pas trop de chances que on peut observer des changements très forts dans la loi. Peut-être il y a des adaptations aux quelques nouvelles revendications à cause de numérisation dans les problèmes sociaux, mais c'est clair que les décisions économiques sont faites par l'entreprise et il y a seulement une influence indirecte. Mais cette influence indirecte peut être très forte. Très souvent, les syndicats disent non à heures supplémentaires pour négocier d'autres sujets. Et ça veut dire on peut utiliser les droits des codéterminations très fortes pour avoir des succès dans d'autres domaines. Par exemple, contre la externalisation, etc. Oui,
Le deuxième point de Marcos, ça c'est vraiment, tu as demandé, oui, les accords du futur, c'est, est-ce qu'on discute seulement l'adaptation des conditions du travail à nouvelles technologies? C'est partiellement frais parce que l'industrie 4.0 à Nord-Westphalie, ou ce projet Travail 4.0 à Nord-Westphalie, c'était un projet au niveau des unes. Ça veut dire c'est bottom-up. Et beaucoup des sujets avec de nouvelles technologies ne sont pas décidés au niveau des entreprises. Ils sont décidés au niveau des sièges à Airbus. Tu as fait ça assez clair que beaucoup de décisions à Airbus sont faites au siège et pas aux usines ou au niveau des départements. Et ça veut dire il y a des limites des sujets qui sont discutés dans ce projet-là. C'est très clair. Et par exemple, je vous donne un exemple. Au niveau national, on discute la modernisation des systèmes d'apprentissage. Ça veut dire dans la métallurgie, on a 5 occupations des berufe. C'est occupation? Non. Oui, les métiers. Métier, ok, c'est le terme anglais, oui, c'est ça. On a 5 métiers très généraux et on est en train de moderniser ça régulièrement. Et les curricula sont faits au niveau national et après il y a une processus d'implémentation dans les régions, dans les écoles professionnelles et aussi au niveau des entreprises. Ça veut dire si cette processus, cette modernisation était influencée par les partenaires sociaux au niveau national et pas au niveau des entreprises. Et dans cette modernisation, il n'y a pas une adaptation. Ça, c'est très important. On a une vision d'un travail en team, en groupe, et pas dans une organisation hiérarchique. Ça veut dire toute la formation était influencée par cette vision et ça peut vraiment changer aussi l'organisation au niveau des entreprises. Mais Marcos, tu as raison, et j'ai critiqué ça aussi. Dans ce moment, il n'y a pas une vision sur le travail du côté de syndicats. On a eu beaucoup de visions sur l'avenir du travail dans les années 70 et 80. Dans les projets de humanisation du travail, on a formulé le concept de travail en groupe, des moins de hiérarchie, etc. Et pour quelques raisons, c'est absent dans ce moment. On n'a pas on ne discute pas un paradigme nouveau d'un travail autonome avec des conditions du travail acceptables. Mais c'est peut-être il y a un paradigme implicite. Je trouve ça dans notre système de formation d'apprentissage et je trouve ça dans beaucoup des entreprises. C'est clair que dans le secteur de l'industrie, il y a un mouvement vers un travail plus décentralisé et moins de hiérarchie. Mais à l'autre côté, on a Amazon et d'autres entreprises avec un travail extrêmement hiérarchique et une division du travail très très forte. Ça veut dire, en effet, on a 2 paradigmes concurrents, mais il y a une discussion absente. Tu as absolument raison et c'est nécessaire d'avoir cette discussion.
Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de travail 4.0 de Nordrhein-Westphalie? C'est vrai, c'est une sélection positive. On a choisi seulement des entreprises dans lesquelles le comité d'entreprise était prêt de participer et la direction était prête à participer. Ça veut dire, je ne sais pas exactement combien de entreprises on a contacté, mais les syndicats ont contacté au premier le fonctionnaire au niveau local et ils ont demandé où sont les membres du comité très actifs, etc. Et peut-être on a contacté 200 entreprises et on a choisi à la fin 90. Ça veut dire il y a une autre réalité, aussi une autre réalité syndicale dans l'Allemagne. Je crois il y avait aussi la question qui a pris l'initiative? Est-ce que les membres du comité d'entreprise sont déficients et le syndicat sont les innovatifs? Non, c'est pas le cas. Il y avait des conférences régionales sur ces sujets-là et il y avait des applications proactifs du côté des membres des entreprises. Ils disaient, nous attendons pour cette possibilité depuis 10 ans et nous voulons participer. Et très souvent, c'était le membre des comités d'entreprise qui étaient très proactifs pour participer, pour améliorer leur travail. Et pour ça, peut-être j'ai décrit les rôles un petit peu trop schématiques, parce que j'ai décrit ça du côté de stratégie des syndicats, mais c'est vrai, on discute, les membres du comité d'entreprise sont syndicalistes aussi, ils ont participé à développer cette stratégie, ils sont représentés dans toutes les comité syndical et pour ça c'était une initiative commune des fonctionnaires à plein temps des syndicats et des membres des comités d'entreprise élus. Oui, il y a le rôle, vous deux ont discuté le rôle de conseiller. Des experts. Oui, les rôles est complètement différent et un petit peu ambivalent. Nous avons une petite scène des petits cabinets des experts qui fait des projets presque seulement pour le syndicat. Je crois que ça existe en France aussi parce que notre loi permet le comité d'entreprise de financer les experts externes. Et ce sont des personnes très engagées, très proches des syndicats, et ils ont joué dans le processus un rôle complètement différent. Il y avait des comités d'entreprise très actifs et dans ce cas-là, toutes les suggestions ou presque toutes les suggestions pour les accords de futur sont développés par le syndicaliste ou par le membre du comité d'entreprise, mais il y a d'autres cas dans lesquels les experts ont joué un rôle politique. Et il y a aussi, c'est décrit dans le cas de Airbus, il y a aussi des experts très neutres qui sont modérés entre les directions et le syndicat, et ils ont permis des syndicats et des comités d'entreprise
de développer des nouvelles à dire et ils sont ils ont été très utiles pour leur travail. J'étais moi-même membre du conseil de surveillance de ThyssenKrupp pour 10 ans, et on a discussion une fusion avec Tata Steel en Angleterre. Et dans ce processus-là, le comité d'entreprise et le conseil de surveillance où les membres des syndicats dans le comité de surveillance ont financé des expertises externes pour discuter, pour être capable de discuter certains problèmes très spéciaux. Par exemple, les finances de toutes les pensions de Tata en Angleterre, qui pouvaient être un énorme risque pour la fusion et d'autres problèmes. Alors, oui. La question, le problème de ressources du côté de management, ça c'est une question intéressante. Il y a un problème, oui, dans quelques entreprises, c'est clair. C'était intéressant que il y a la plus grande intérêt pour de signer un accord du futur dans des entreprises entre 100 et 500 employés. Et ils ont vraiment un problème de ressources et ils ont aussi un problème des idées. Et c'était beaucoup plus difficile de signer un accord de futur dans les grands groupes. Chez Siemens, c'était impossible parce que ça c'est une entreprise très centralisée et les décisions sont faites au siège à Munich. Et notre question était pourquoi seulement 30 entreprises ont signé un accord de futur. Très souvent, on disait ah oui, c'est pas nécessaire d'avoir un accord de futur. Nous avons déjà des accords d'usine sur la formation, sur autres sujets, mais ils ne sont pas vraiment utilisés. Ça veut dire nous avons déjà quelques procédures, quelques comités sur la formation continue et l'apprentissage. On peut utiliser ça. Ça veut dire un accord de futur, c'est pas le seul indicateur d'activité. Oui, c'est vrai que le IG Metall, comme tu as écrit dans le cas de Airbus, était en retard de l'industrie 4.0. Il y avait une grande discussion il y a 10 ans. Quelle est notre approche vers les nouvelles technologies? Et c'était très conflictuel entre dans le syndicat et beaucoup il y a des syndicalistes et des membres des comités très traditionnels qui disent ça c'est pas notre tâche de faire des décisions, etc. Et maintenant c'est très clair que IG Metall pense que la future de l'industrie en Allemagne dépend à une modernisation très vite pour être compétitif au niveau global. Et ça, c'est une décision très claire. C'est pas accepté dans toute l'organisation, mais c'est la position de IG Metall. Et aussi, tu as discuté le droit de connexion. Je ne connais pas le cas de Airbus, mais je sais que beaucoup des problèmes qui sont liés avec la numérisation
ne sont pas discutés dans le 90 entreprises du projet Travail 4.0. Mais au niveau de IG Metall, on discute les problèmes. Ça veut dire, ça c'est la relation entre les niveaux bottom-up, entre l'approche bottom-up et top-down. Et c'est absolument clair que Travail 4.0 ne donne pas une solution pour tous les problèmes. Ils sont part d'une package beaucoup plus grande. Oui, je crois que c'était. J'espère que je n'ai pas oublié des questions, mais je crois que j'ai presque répondu à tous et merci beaucoup pour les questions.